Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous ceux qui sont dans cette salle, mais bonjour aux dizaines de personnes qui suivent notre conférence via leur ordinateur. Alors ils n'auront pas la chance de pouvoir poser des questions. Je ne pense pas que la technique aujourd'hui est assez avancée pour cela, mais ils auront des vrais porte-parole ici. Alors aujourd'hui, cette réunion sur le changement climatique, il y a eu aujourd'hui déjà, j'allais dire, un profond changement dans les relations interprofessionnelles. C'est que le plan de filière a été signé, c'est-à-dire que le changement c'est maintenant, et que là, sur le plan professionnel, on va pouvoir y influer sur le climat, on le subit un petit peu. Alors je ne vais pas être long. Nous, on est le contraire des artistes. Les artistes, ils font leur tour de chant à Paris, et après, ils vont en campagne. Nous, on a déjà commencé de présenter Climalais lors des conférences, notamment au SPACE, où ça s'était super bien passé, et des super exemples. Et là, je ne doute pas de l'intérêt que vous allez porter, de la satisfaction que vous aurez de cette journée. Alors, à la manette, il y a Nadine, que tout le monde connaît ici au CNIEL. Il y a Franck Srouverin, un grand spécialiste de la météo. Alors, il va pas, lui... il a moins d'ambition que les météorologues qu'on a l'habitude d'entendre de nous donner le temps à 7 jours. Lui, il va nous donner le temps dans 50 ans. Donc on a déjà rien que pour ça, on a bien fait de venir. Jean-Christophe Moreau de l'Institut de l'élevage et Céline Marcelier de la Chambre du 49, où là, qui va nous démontrer le concret du changement climatique. Donc sans plus attendre, Nadine, si tu veux dire deux mots. Je vais vous présenter en quelques mots les objectifs et le déroulé de l'étude. Alors, on ne va pas du tout s'arrêter aux enjeux du changement climatique. Je pense que c'est quelque chose d'évident pour tout le monde. Donc, Climalais, c'est un programme pour l'adaptation des élevages laitiers au changement climatique. Donc, c'est un programme qui avait été sollicité par le conseil d'administration du CNIEL, qui est financé par le CNIEL, avec également la participation de l'agence de l'eau Seine-Normandie, et c'est également un programme multipartenarial puisqu'on va retrouver des instituts techniques, des organismes de recherche et puis des structures de conseil, car vous allez le voir, il y a une grande partie de ce travail qui se déroule sur le terrain avec les éleveurs. Les objectifs, c'est très simple, c'est aider les éleveurs laitiers à s'adapter au changement climatique dans les futurs proches et lointains. Futurs proches, c'est le milieu de ce siècle. Futur lointain, c'est la fin de ce siècle. Et comme le dit le terme, c'est quand même assez lointain pour tous les éleveurs aujourd'hui, et à commencer par nous. L'autre objectif de ce programme, c'est d'anticiper les nouveaux besoins de recherche et développement. Et vous verrez, on pourra en parler. On va démarrer des travaux sur la question du bâtiment d'élevage de demain et notamment de l'adaptation face au changement climatique. Alors, Climalais, quelles sont les étapes clés ? Je ne vous apprendrai rien en vous disant que la France se caractérise par sa diversité topographique, diversité au niveau des sols, diversité des systèmes, etc., etc. Donc, il n'était pas possible d'étudier qu'une seule et unique zone. Donc, le choix qui a été fait par les experts, c'est d'étudier une trentaine de zones réparties sur le territoire national. Qu'est-ce qu'on fait sur chacune de ces zones ? On va appliquer des scénarios d'évolution climatique. Je ne rentre pas dans le détail, donc Franck Srouverin, spécialiste de ces questions, va vous expliquer ce que sont ces scénarios. Ensuite, donc, pour chacune de ces zones, à partir de ces scénarios, on va pouvoir définir des modèles d'évolution climatique, c'est-à-dire quelle sera la température, la pluviométrie, le TP. Donc Jean-Christophe Moreau vous donnera des exemples très concrets.
L'étape suivante, c'est de mesurer l'impact sur les cultures, le maïs, la luzerne ou encore sur la pousse de l'herbe. Là aussi, des éléments clés pour les systèmes d'élevage de demain. Ces parties que je vais qualifier de bureaux étant finies, on va aller sur le terrain, travailler avec un groupe d'éleveurs pour chacune de ces zones et un groupe d'éleveurs qui sera accompagné par un ou plusieurs conseillers de la zone. Donc on aura l'exemple avec Céline qui va nous présenter ce qui a été fait au niveau de la zone des Mauges. Et ce groupe d'éleveurs, ensemble, ils vont discuter sur les conséquences du changement climatique et surtout quelle adaptation pour les systèmes demain. Et tout ceci va être compilé dans une synthèse qui pourra servir après pour le déploiement de l'action auprès de l'ensemble des éleveurs. Donc c'est une synthèse assez complète qui fait 12 à 15 pages qui reprend à la fois les évolutions climatiques, les conséquences sur les cultures et les adaptations possibles. Donc je vais tout de suite laisser la parole à Franck Souverain qui va donc parler du changement climatique. Très bien, bonjour à tous et bonjour aux internautes. Donc, je m'appelle Franck Souverain, je travaille à Météo France, à la direction des services météorologiques, études et conseils et dans une division thématique agriculture. Donc aujourd'hui, j'interviens dans les mardis du CNIEL pour présenter quelques notions sur le changement climatique. Alors, qu'est-ce que le changement climatique? Donc déjà, on le définit comme une variation de l'état du climat, qu'on peut donc déceler par des modifications significatives de paramètres climatiques. Donc on regarde sous forme de moyenne, et ceci donc sur une longue période. Donc c'est différent de la météorologie, puisque la météorologie, c'est la prévision du temps à quelques jours d'échéance. Donc là, il faut bien voir que c'est des périodes d'une vingtaine à une cinquantaine d'années sur lesquelles on observe le climat et qu'on voit des variations. Donc c'est quelque chose qu'on a effectivement constaté, on va le voir par la suite. Et donc par rapport à ce qu'on a déjà constaté dans le passé, il y a eu la création du GIEC, qui est donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui a été créé en 1988. Et ce GIEC, ce groupe, est en charge de toutes les notions de changement climatique au niveau scientifique et au niveau explication par rapport à tout ce qui impacte par rapport à la population. J'ai mis ensuite l'adresse du site sur lequel vous pouvez trouver des informations complémentaires sur le changement climatique. Donc d'abord, qu'est-ce qu'on a pu observer au cours du XXe siècle au niveau de la France? Donc ça, c'est un graphe qui concerne les températures moyennes annuelles en France. Donc on voit sur ce graphe les températures représentées sous forme d'anomalies par rapport à une référence qui a été calculée sur la période 1961-1990. Et on voit donc que depuis le début des années 1990, toutes les températures annuelles ont été supérieures à la moyenne. Donc on voit nettement que sur la période 1990, on était de part et d'autre de la moyenne, et on voit que depuis 1990, on est largement au-dessus. Donc on note une évolution sur les températures, une hausse des températures très nette. Par rapport aux précipitations sur la France, donc si on regarde depuis 1950 l'évolution des précipitations en moyenne annuelle France, le signal est moins net. Alors on voit déjà en termes de cumul annuel de précipitations, on voit que d'une année sur l'autre, on a des cumuls qui peuvent aller du simple au double. Des années à 1400 mm par an, des années à 700 mm. Donc, c'est difficile, quand il y a des telles variabilités interannuelles, de trouver une tendance. Donc là, dans l'exemple que je vous montre sur les tendances, si on calcule une tendance sur la période 1953-1995, on est sur une tendance de précipitation à la hausse. Et si on décale juste d'un an, c'est-à-dire qu'on fait une statistique sur 1954-1996, on voit que la tendance est à la baisse. Donc finalement, ce qu'on peut conclure, c'est que sur la France, depuis 1950, il n'y a pas de tendance significative sur les précipitations, contrairement à ce qu'on voyait pour les températures. Si on regarde maintenant ce qui s'est passé au XXe siècle à l'échelle du globe, donc cette carte représente l'évolution de la température entre 1901 et 2012.
Donc on voit que globalement, la surface est toute rouge. Donc on est sur une hausse quasiment globale sur le globe des températures. Donc les zones violettes représentent même des zones où la température, sur cette période-là, a augmenté de plus de 1,75 degrés. Et de manière marginale, on a quelques zones au sud de Groenland où la température a diminué, mais c'est vraiment très très localisé. Et les points, les petites croix que l'on voit sur chacune des zones représentent en plus la significativité du signal hausse des températures. Donc c'est très net. Donc cette hausse des températures qu'on a pu observer au cours du XXe siècle, à quoi est-elle due? Donc essentiellement, elle est due à l'activité humaine. Donc ces deux graphes représentent les variations de température moyenne globale à la surface du globe. Donc en noir, vous avez l'observation de l'anomalie de température. Donc on voit que cette température entre 1900 et le début des années 2000 va progressivement à la hausse, surtout donc cette accélération sur la fin de la période. Et on a essayé, avec des modèles, de reproduire ces températures. Donc le graphe situé sur la gauche représente les simulations des modèles météorologiques avec uniquement les forçages naturels, c'est-à-dire les volcans, l'activité solaire. Donc on voit avec la courbe bleue par rapport à la courbe noire qu'on n'arrive pas à reproduire le signal si on prend que les phénomènes naturels. Alors que sur le graphe de droite, quand on rajoute dans les modèles, en plus des forçages naturels, les forçages liés à l'activité humaine, et notamment tout ce qui concerne les gaz à effet de serre, on arrive, donc la courbe rouge, à reproduire le signal de hausse de température qu'on a pu constater ces 30 dernières années. Donc c'est bien principalement l'activité humaine qui cause ces hausses de température. Les gaz à effet de serre, donc un petit schéma, juste pour expliquer donc, le rayonnement solaire, une fois arrivé sur la Terre, est réfléchi par la Terre et est capté dans l'atmosphère par les différents gaz à effet de serre. Donc le CO2, le méthane et le N2O. Donc c'est ce rayonnement qui est emprisonné à l'intérieur de l'atmosphère provoque le réchauffement. Et donc le GIEC a permis donc de modéliser différentes concentrations en CO2 dans l'atmosphère à travers différents scénarios climatiques. C'est ce qu'on explique sur ce graphe que l'on trouve à droite. Donc ces différentes courbes représentent les évolutions futures imaginées en fonction de différents scénarios socio-économiques et qui correspondent à différentes concentrations de gaz à effet de serre et différents niveaux de réchauffement de température dans l'atmosphère et à la surface de la Terre. Donc il y a principalement, il y a 4 scénarios climatiques. Un scénario plutôt optimiste qui est le RCP 2.6 qui correspondrait donc à quasiment arrêter de produire des gaz à effet de serre. Et les scénarios sont de plus en plus pessimistes en termes de réchauffement au niveau de la surface du globe. Donc il y a le scénario RCP 4.5, le scénario RCP 6.0 et le RCP 8.5 qui est celui qui correspond au réchauffement maximum et à la concentration maximale en CO2. Donc dans le cadre de l'étude Climalais, on verra par la suite, c'est le scénario RCP 8.5 qu'on a retenu pour nos modélisations, c'est-à-dire celui qui est le plus pessimiste. Donc j'ai parlé de modèle, tout ça j'ai pas trop bien expliqué avant, donc là je reviens un petit peu dessus. Donc qu'est-ce qu'un modèle climatique? Donc c'est une description mathématique de phénomènes physiques. Donc comme on peut le voir sur ce schéma, donc au centre il y a la Terre et l'atmosphère qui est modélisée sous forme de surface, de maille et de volume par rapport à l'atmosphère. Donc sur ce modèle qui est un modèle numérique, on injecte les lois de la physique donc qui sont codées sous forme mathématique. On code aussi différents processus, différentes interactions que peut avoir l'atmosphère, le sol, la végétation. Donc tout ça, c'est codé numériquement dans le modèle. Une fois que toutes les équations de la physique, les processus pris en compte à l'intérieur du modèle sont bien en place, on peut lancer les calculs.
Et donc on lance 150 ans de calcul, et en sortie, on a des résultats numériques, donc de projection climatique, qui sont disponibles à l'échelle de la maille du modèle. Donc ces modèles dont je vous parle ont une maille de sortie d'environ 50 à 100 km. Il n'y a pas un modèle unique de changement climatique. Dans le cadre du dernier exercice de projection climatique du GIEC, il y avait 42 modèles qui étaient disponibles. Donc chaque pays, chaque labo peut créer un modèle de climat en prenant en compte des processus différents. Donc ce que représentent les 4 cartes que l'on voit ici, c'est 4 exemples de représentation de changement climatique. Donc là, ça représente des anomalies de température sur la période 2081-2100 pour le RCP 4.5. On voit que globalement, on est donc sur des couleurs rouges, qui représentent des températures à la hausse, mais on voit que les modèles peuvent avoir des comportements différents, qui s'explique par le fait que la physique à l'intérieur du modèle n'est pas forcément codée de la même manière d'un modèle à l'autre, et qu'il y a des paramétrisations différentes pour chaque modèle, des prises en compte d'interactions ou de processus différents pour chaque modèle. Il n'y a pas une unicité dans le modèle climatique. Nous, donc, dans le cadre de l'étude Climalais, on a voulu faire une étude, comme on voit, comme on a vu à maille fine. Donc il faut, à partir de ces modèles globaux, qui représentent donc la situation, l'évolution de la situation dans le futur sur l'ensemble du globe, descendre à une échelle plus fine, à une échelle locale. Donc on est parti de cette échelle à 50 à 100 km, et on a fait une méthode de régionalisation, on appelle ça descente d'échelle, qui permet de passer d'une information à maille 50-100 km à une maille 8 à 10 km. Donc pour ça, la plupart du temps, on utilise un autre modèle, un maille plus fine, avec un meilleur relief, qui permet de mieux rendre en compte les phénomènes locaux. Et on utilise le modèle global en forçage, c'est-à-dire qu'on utilise les données périphériques de ce modèle et on les injecte dans le nouveau modèle à maille plus fine. Et parfois, on utilise aussi des modèles statistiques pour encore améliorer le rendu au niveau local. Donc c'est ce qu'on a fait dans le cadre de Climalais, on a utilisé des données à maille très fine. Voilà donc exactement la description des données qui ont été utilisées dans le cadre du projet. Donc comme je disais, le RCP 8.5, qui était le scénario le plus pessimiste. Sur la France, on a utilisé les données de DRIAS, donc je vous ai mis l'adresse du site sur lequel les données sont disponibles pour toute la communauté scientifique. Vous pouvez très bien télécharger vous-même, après vous être inscrit, les données qui peuvent servir à des études. Et pour la partie mondiale, puisqu'il y avait une partie aussi benchmark sur le monde, on a utilisé les données de WorldClim. Et vous trouvez aussi l'adresse où les données sont disponibles gratuitement en ligne. Donc présentons maintenant quelques cartographies sur le changement climatique. Donc ceci représente les températures à l'échelle futur moyen, période 2051-2070. Et une représentation faite à partir donc, des données WorldClim. Et ce sont l'évolution des températures par rapport à une référence 1960-1990. Donc on voit donc que c'est bleu ou vert, donc globalement donc que des températures qui sont à la hausse. Bleu, c'est des hausses, on va dire, de l'ordre de 0 à 2 degrés. Et plus on va dans le vert, plus on est sur des hausses de température importantes, de l'ordre de 4 à 5 degrés. C'est le cas notamment sur toute la partie Russie, là où on voit qu'on a des couleurs vertes assez prononcées, voire même sur les parties extrêmement nord, on arrive jusqu'à 8 degrés. Pour les précipitations, donc même période, 2051-2070, même référence, données WorldClim. Donc si on est plutôt bleu, ça veut dire qu'on est plutôt sur une hausse des précipitations, et quand on est vert ou jaune, on est plutôt sur une baisse des précipitations pour ce futur moyen. On voit donc sur la France, on est entre le vert et le bleu, donc on oscille autour d'une situation qui serait à peu près étale. Sur l'Espagne, on est plutôt à la baisse, et sur la partie Russie ou Europe de l'Est, on est
plutôt sur des hausses de précipitations. C'est un peu le cas pour toutes ces latitudes, Amérique du Nord et Russie, ces latitudes moyennes, on est sur une hausse des précipitations. Et par contre, si on regarde l'Afrique du Nord, là on est plutôt sur des baisses comme une partie aussi de l'Amérique du Sud. Et l'Australie également. Là, on finit par l'évolution sur la France. Cette fois-ci, on fait le zoom France à partir des données DRIAS. Ça représente les températures. Donc la carte en haut à gauche, c'est la référence sur la période 1976-2005, telle que les températures sont observées aujourd'hui. Vous avez l'échelle indiquée sur la gauche. Et ensuite, les deux autres graphes représentent l'anomalie, l'évolution par rapport à cette référence. Donc si on regarde l'évolution sur le futur proche, période 2021-2050, on voit qu'on est légèrement coloré sur le rose, donc des températures à la hausse, à peu près de l'ordre de 1 degré à 1,5 degré. Et si on va sur une période reculée 20 ans plus tard, 2041-2070, là on voit tout de suite que les températures sont en hausse de manière plus importante, plutôt 2 degrés, 2,5 degrés sur la France, et dans la partie nord-est et Alpes, on a même des hausses de température supérieures à 2,5 degrés. Si on termine donc maintenant la France, les précipitations, donc là toujours pareil, la référence des pluies sur la période 76-2005 en haut à gauche, et ensuite l'évolution des précipitations sur les deux autres périodes, les deux autres cartes. On voit que pour la période 2021-2050, on est dans le bleu, donc une hausse des précipitations, à l'exception peut-être un peu là de la partie Bouches-du-Rhône et Landes, où on serait légèrement à la baisse. Et sur la période 2041-2070, plutôt une baisse des précipitations sur toute la façade ouest, et on continue sur la hausse des précipitations sur le reste de la France. Je voulais quand même terminer avec les deux petites cartes que l'on voit sur la droite. Donc pour montrer que si au niveau annuel, on voit qu'on est plutôt sur la période, donc là c'est les cartes qui représentent la période 2021-2050. Sur la période 2021-2050, on était plutôt sur une hausse des précipitations, mais si on regarde en termes de saisonnalité, on voit qu'il y a des différences, puisqu'on serait plutôt sur une baisse des précipitations sur une grande partie de la France pour le printemps, alors qu'au contraire, on est plutôt sur une hausse des précipitations sur l'hiver. Même si globalement on est sur une hausse des précipitations, on voit que en fonction des saisons, on n'a pas la même évolution. Voilà, ça conclut ma partie. Je vais donc passer la parole à Jean-Christophe maintenant. Peut-être qu'avant que Jean-Christophe, s'il y a des questions sur ta présentation. Alors, on parle beaucoup de changement climatique, mais nous on a surtout l'impression d'aléas climatiques. Et pour la plaisanterie, tu dis que ça va réchauffer un peu plus dans le nord-est, mais on vient de bas. Oui, oui, oui. Il y a une légère tendance, effectivement, à ce que ce soit plus chaud, sur un réchauffement plus important sur la partie nord-est de la France. Globalement, on est quand même sur un réchauffement. Et après, comme j'expliquais, là, c'est la vision d'un modèle. Il faut aussi regarder sur un panel de modèles de changement climatique, parce qu'on a vu qu'il n'y en avait pas qu'un seul. Là, dans le cadre de l'étude, on n'a pas eu les moyens de faire du multimodèle. Donc il faut prendre en compte aussi le fait que d'autres modèles peuvent modérer légèrement ce discours. Bon, alors avant d'avoir une discussion plus globale, s'il y a une ou deux questions pour Franck sur sa présentation. Benoît. Juste une question méthodologique. Qu'est-ce qui vous a... bonjour, Benoît Rouillet du CNIEL. Qu'est-ce qui vous a motivé à prendre le scénario le pire? Est-ce que c'est parce que c'était le plus probable parmi les quatre? Oui, alors déjà, par rapport à donc, le début de... Mettez votre micro pour qu'on vous entende. Oui. Donc, effectivement, ces scénarios ont été élaborés il y a déjà quelques années, puisque là, on est même les recommandations actuelles. Il y a des nouveaux scénarios, des nouvelles visions qui vont sortir. Le GIEC lance une nouvelle intercomparaison de modèles. Donc là, c'est sur la comparaison numéro 5. Et effectivement,
4 ou 5 ans après, on peut constater qu'on est plutôt sur la tendance du scénario RCP 8.5. Et on avait choisi ça aussi parce que à l'échelle sur laquelle on travaille, c'est-à-dire plutôt la période 2050, si on prend un scénario qui est un scénario intermédiaire, on ne va pas voir énormément d'évolution. Et si finalement on fait une étude où l'impact du scénario est faible, c'était pas très intéressant. On voulait quand même prendre un scénario qui pouvait permettre de se démarquer par rapport en termes d'évolution. Donc le 8.5 est vraiment celui sur lequel il y a quelque chose qui se passe entre ce que vous constatez aujourd'hui et ce qu'on peut voir en 2050. Sinon, la part dans les modèles, il y a une part de variabilité associée au modèle qui, à une échéance trop courte et avec un scénario peu impactant encore, et une part qui finalement prend plus d'importance que la part de changement climatique. Et nous, c'était la notion de changement climatique qu'on voulait mettre en avant et que l'on voit plus apparaître dans le 8.5. Et par rapport aussi à la problématique besoin en eau, température, souvent, pas que pour le lait, mais l'objectif est quand même de prendre ce qu'il y a de plus risqué par rapport à tout ce qui est modèle d'impact, de manière à mieux ressentir les phénomènes à travers les modèles d'impact. Plus de questions pour l'instant. Eh ben, on va continuer la présentation avec Bonjour. Bonjour à ceux qui sont dans la salle et aussi à ceux qui sont derrière leurs écrans. Donc entre ce que vous a présenté Franck, donc des données issues de modèles et par rapport à des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, et ce que vous présentera Céline sur comment les éleveurs vivent ça, quelles discussions il faut engager par rapport à ça. Il y a au milieu ce qui consiste à se poser la question des conséquences par rapport aux plantes et aux animaux. Donc c'est ce qu'on m'a demandé de vous présenter, et pour ce faire donc de m'appuyer sur trois sites intéressants parce qu'ils ont des évolutions différentes. Donc avant de démarrer sur la plante, je vais camper le décor climatique. Donc on a une première carte là qui indique les augmentations de température, toujours pour le RCP 8.5 comme l'a dit Franck, et par rapport à la période 2030-2069 par rapport à 75-2014. Sur chacune des trois cartes que j'ai présentées, ça sera la même chose. Donc là c'est un différentiel de température, c'est température du futur moins température du passé. Donc plus c'est rouge, plus c'est chaud, hein, c'est logique. Et donc ce qu'on voit, c'est que par rapport aux trois sites que nous avons choisis, donc en haut, en nord-ouest, le Pays de Caux, en bas, le Béarn, dans le sud-ouest, et à droite, à l'est, les hauts plateaux du Doubs. Donc avec ces trois zones, on a en fait une illustration de la diversité à l'échelle de la France, hein, avec de l'ordre de plus de degrés attendus là sur le futur proche, sur le haut plateau du Doubs. Plus de degrés, c'est énorme en fait, hein, parce que comme le disait Franck, là sur le dernier siècle, on a été à plus 1 à l'échelle de la planète. Voilà, donc voilà, en 30-40 ans, c'est quand même énorme. Sur le Pays de Caux, c'est moins, en fait, c'est une des zones de France où ça chaufferait le moins. Et dans le Béarn, ben, c'est intermédiaire, sachant qu'on part de plus haut aussi, hein, dans le Béarn. En ce qui concerne les précipitations, donc là ce qui est représenté, c'est pas une différence, c'est un rapport, hein, entre le cumul annuel de précipitations dans le futur et le cumul annuel de précipitations dans le passé. Plus on va vers les couleurs froides, le bleu, plus ça pleut. Quand c'est vers le rouge, ça veut dire que ce serait des précipitations à la baisse. Quand on met par exemple de 1,05 à 1,13 là sur la légende, ça veut dire que ce serait 5 à 13% de hausse, hein. C'est comme ça qu'il faut comprendre la carte. Donc là aussi, trois situations variées, puisque ce serait plutôt un petit peu plus de pluie sur les hauts plateaux du Doubs, à peu près la même chose dans le Pays de Caux,
Et puis en ce qui concerne la pluie, plutôt moins dans le Béarn. Attention toutefois, il y avait deux petites cartes sur une des diapos de Franck tout à l'heure. On voit qu'il peut y avoir derrière un cumul annuel à peu près constant des différences saisonnières. Et en l'occurrence, donc par exemple sur le Pays de Caux, ça serait plutôt plus de pluie au printemps et moins à l'été-automne. Hein. Donc il faut se méfier de ces premières cartes là sur des cumuls annuels. Alors pour parler de sécheresse, c'est pas suffisant de parler des précipitations. Ce qui crée l'état de sécheresse, c'est deux choses. Hein. C'est éventuellement le manque de précipitations, bien sûr, mais c'est aussi la façon dont la plante consomme l'eau, la demande en eau des plantes. Ce qu'on appelle l'évapotranspiration, qui peut s'approcher par des formules. Et cette évapotranspiration, elle est fortement liée aux températures, entre autres, ou au rayonnement, mais qui provoque aussi des hausses de température, donc c'est très lié. Et autant les prédictions sont assez incertaines, comme tu l'as dit, sur les précipitations, autant sur les températures, on est à peu près sûr du coup, et donc il y aura partout en France, en lien avec ces augmentations de température, des augmentations de TP. Il n'y a aucune zone en France où le TP va baisser. Mais il y a quand même là aussi des différences entre zones. Et donc, toujours dans notre petit échantillon, donc, on aurait une TP qui augmenterait assez légèrement dans les hauts plateaux du Doubs, un peu plus dans le Pays de Caux, et vraiment plus, quand on dit vraiment, c'est quand même de l'ordre de 20%, hein, dans le Béarn. Alors, il me manque une diapo là, tiens. C'est pas grave. Donc, je vais essayer de faire ça. Voilà. Donc, on va maintenant regarder pour trois sites, ces trois sites-là. Je vais commencer par le Pays de Caux. Donc, le Pays de Caux, voilà, j'ai pris une photo aérienne là. Le Pays de Caux, voilà, c'est un paysage d'open field, hein, où tout est cultivable ou presque. Hein. Il n'y a pas de haies, il y a peu d'arbres et quasiment tout est cultivable. On est quand même dans un pays plutôt favorisé avec une bonne réserve utile des sols. Alors, comme toutes les zones de France, l'augmentation des températures va permettre de démarrer la prairie. De plus en plus tôt. Le graphique à gauche le montre, ce graphique, c'est en fait l'évolution de la production d'une prairie. C'est des kilos de matière sèche par hectare et par jour. Hein. Donc ça démarre au 1er janvier, ça finit au 31 décembre. Vous avez un pic là aux alentours du mois de mai. Et puis donc ce qu'on peut voir au fur et à mesure qu'on se projette dans le futur, donc de la couleur bleue, puis vert, puis jaune, puis orange, puis rouge, vers donc le futur lointain, on a de plus en plus d'herbes au printemps et plus tôt, et puis éventuellement un pic plus ou moins haut, là il serait plutôt plus haut, et puis au milieu de l'été, un petit peu moins d'herbe, mais vraiment très peu hein, dans cette zone par rapport à d'autres zones de France, un rebond en automne assez important. Bref, sur cette zone-là, il n'y a pas vraiment d'incidence défavorable du changement climatique compte tenu de ce qu'il est fait par rapport à ce qu'on peut attendre du rendement de la prairie. Nous avons regardé aussi ce qu'il en était du côté du maïs. Donc cette fois, ce qui est représenté sur le graphique, et cette fois, donc c'est pas par des regroupements d'années, hein, c'est vraiment un point égale une année. Donc du passé de 1970 à 2100. Donc on voit que tendanciellement le rendement du maïs pourrait croître dans cette zone-là. Mais remarquez quand même aussi au passage que les rendements sont quand même assez variables d'une année sur l'autre. Ce que vous voyez pas trop là, parce que les points sont tout petits, c'est que derrière on a testé aussi des adaptations de l'itinéraire technique. C'est-à-dire on a regardé comment dans cette zone-là, en maïs, par exemple en semant des variétés plus tardives et plus tôt, on peut aussi améliorer un peu le rendement. Donc ça sera une partie de l'adaptation hein, que feront tous les éleveurs, c'est de changer leur pratique, leur pratique fine, quoi, leur pratique de culture. Mais globalement, donc sur cette zone, il n'y a pas de drame par rapport au maïs, sachant que c'est déjà une zone où les rendements sont les plus élevés. Hein, on est dans le top 10 là, des rendements du maïs en France, quoi.
Alors un truc intéressant par rapport au maïs dans cette zone, c'est ce que vous avez par ce graphique. Donc c'est toujours pareil, hein, on a un point pour chaque année. Mais là, ce qui est représenté, c'est en fait 2 points. C'est la date de floraison et la date de récolte, reliés par un trait qui indique donc l'intervalle floraison-récolte, avec 2 barres là pour indiquer les tendances. Donc ce qu'on voit, c'est que cet intervalle va être de plus en plus court. Hein, donc le maïs va faire son cycle de manière plus courte et de manière à ce que vers la fin du siècle, on soit à une date de récolte aux alentours du 20 août. Et c'est vrai que ça change beaucoup de choses aussi dans cette zone-là, parce que ça autorise par exemple à faire des dérobés derrière ou des métailles. On aura le temps pour les installer. On pourra peut-être tenter aussi des dérobés d'automne à base de crucifères, des choses comme ça, des cultures donc qu'on a peu l'habitude de faire. Parce que en ce moment, avec des récoltes tardives du maïs, c'est difficile. Mais donc ça ouvre cette possibilité-là. On va changer de zone, on va aller sur les hauts plateaux du Doubs. Alors les hauts plateaux du Doubs, ils sont caractérisés, hein, comme vous le voyez, par une monoculture. C'est celle de la prairie, donc c'est de l'open field, là, mais de prairie, on va dire, hein, avec quelques forêts. Voilà, donc un paysage très différent. Je ne vous fais pas l'injure de préciser qu'il s'agit d'une zone AOP en plus où on ne peut pas tout faire. Hein. Donc de fait, c'est une zone exclusivement herbagère. Donc évidemment, il faut s'intéresser là aussi de près aux incidences du changement climatique sur la prairie. Toujours le même type de graphique, avec, on le voit, au printemps, plus d'herbes plus tôt dans le futur. Mais enfin, il y a une chose qu'il n'y avait pas sur le graphique de tout à l'heure, c'est vers la fin de ce siècle, là, cette dépression, donc c'est regarder la courbe en orange ou rouge, au milieu de l'été. Hein. Donc on est dans une zone où on compte quand même sur l'herbe l'été pour le pâturer, et bien là, justement, ça sera difficile parce qu'on tombera à une pousse inférieure à 15 km sèche en moyenne, donc, et c'est qu'une moyenne, ça veut dire qu'il y a des années, il n'y aura rien, quoi. Hein. Donc ça peut changer quand même assez profondément les pratiques. Même si, globalement, si on regarde le rendement sur cette zone, il ne baisserait pas. Hein, il n'augmente pas beaucoup non plus, mais il est à peu près égal. Mais il se fera d'une manière assez différente, quoi. Du coup, on regarde dans des zones comme ça d'autres choses, quoi. Hein, au-delà de comment évoluent les rendements en tendanciel. Et là, on répond à la question de M. Perrin là, sur les aléas, c'est de regarder si, voilà, au-delà de il y a de l'herbe, il n'y a pas d'herbe, si on aura toujours un accès suffisant à la ressource. Et pour ce faire, donc, calcul des indicateurs, par exemple, est-ce qu'il y aura une séquence de beau temps autour de la mise à l'herbe ou pas? On regarde ça en termes de fréquence, nombre de jours où on a ce type d'événement. On peut aussi regarder donc à l'autre bout de la saison d'herbe, à l'automne par exemple, s'il y aura des journées de gel plus nombreuses ou pas, parce qu'on sait que les éleveurs ont tendance à ramener les animaux dans l'étable dès qu'ils commencent à y avoir les premières gelées blanches. Donc sur ce point, on peut se rassurer, oui, il y aura de moins en moins de journées de gel à plage de date égale, hein, enfin plage période égale. Par contre, sur le printemps, et sachant que c'est une zone où quand même il y aura encore pas mal de pluie au printemps, et donc là, pour une mise à l'herbe plus précoce, on pourrait avoir des difficultés. Troisième exemple, et donc vous verrez qu'à chaque fois dans chaque zone on ne porte pas forcément le projecteur sur les mêmes éléments. Donc c'est le Béarn. Donc là vous avez une photo aussi hein, qui vous montre de quoi il s'agit. Donc on peut avoir à la fois des zones de culture où il n'y a plus de haies, voilà, c'est de la culture, qui jouxte littéralement des zones de prairie avec même du bocage. Et puis là, vous avez un élément de paysage hein, qu'il n'y avait pas ailleurs aussi. Ici, j'ai fait exprès, hein, c'est un lac collinaire. Donc, quelque chose d'assez fréquent dans le sud-ouest. Parce qu'effectivement, c'est assez intéressant pour sécuriser les rendements du maïs. Bon, toujours pareil, on va s'intéresser à la courbe de production d'une prairie. Et là, vous voyez, bon, les exemples ont été choisis aussi pour démontrer ça, mais là, voilà, on est maintenant dans une situation où il y a vraiment 2 pics d'herbe hein, à la fin du siècle. Hein. Donc un premier pic qui est même plutôt un plateau au printemps, qui démarre vraiment tôt déjà, et qui démarrera encore plus tôt, mais avec, là au milieu de l'été, vraiment un gros déficit de production, et ce même dès la moitié du siècle, hein, dès la période 2040-2050.
avec donc un rebond d'automne qui est assez important et même une production hivernale non négligeable. En ce qui concerne le maïs, donc on est dans une zone où là on regarde à la fois le maïs irrigué, c'était pas le cas en Pays de Caux, et le maïs en sec. Dans les deux cas, il y a effectivement encore une tendance à la hausse des rendements, sur un rythme moins important qu'en Pays de Caux, plutôt de l'ordre de 0,8 ou 0,7 quintal par an, au lieu de 1,2-1,3 dans le nord. On voit aussi que cette tendance vaut pour le maïs irrigué comme le maïs en sec, mais ce qu'on voit aussi pour le maïs en sec, donc on est dans les couleurs en rouge là. Il y a des variantes selon les itinéraires techniques. Là aussi, changer l'itinéraire technique peut améliorer les choses. Mais globalement, la variabilité des rendements en sec est importante et va le rester et peut-être même s'aggraver. Donc, bien sûr, dès que le maïs est irrigué, on tamponne ces effets-là. C'était intéressant dans cette zone de regarder aussi ce qu'il en était de la luzerne. Il y a un regain d'intérêt déjà pour la luzerne, dans tout le sud-ouest d'ailleurs. Et donc nous avons regardé ce que ça pouvait donner. Effectivement, la luzerne est une plante qui peut sortir son épingle du jeu par rapport au changement climatique, avec une hausse assez importante des rendements. Là, c'est des cumuls toutes coupes confondues. En fait, ce que ça cache derrière, souvent, c'est que là où on faisait 3 coupes, on pourra en faire 4 par exemple, ou là on en faisait 4, on pourra en faire 5. On va gagner souvent une coupe, voire 2 coupes, parce que notamment la première coupe pourra être beaucoup plus précoce. Donc là, les dates pour la première coupe, c'est en vert sur ce graphique. Vous voyez qu'on peut passer d'une première coupe aux alentours du 11 mai à un mois plus tôt dans le futur, progressivement. Donc on va gagner une coupe. Donc là, je vous ai montré des choses plutôt autour des cultures fourragères. Il faut aussi s'intéresser aux impacts directs sur les animaux. La carte que vous avez là, c'est la carte des moyennes des températures maximales en juillet. En fait, l'orange, c'est aux alentours de 26 degrés. On a calculé un critère spécifique qui s'appelle THI, enfin Temperature Humidity Index. Ça se calcule en fonction de la température et aussi de l'humidité relative. Parce que pour les animaux, comme pour nous d'ailleurs, les températures élevées sont d'autant plus difficiles à supporter que l'air est très humide. Donc c'est une combinaison des deux facteurs. Et donc, par rapport à ce critère, on a des abacs qui nous disent si les animaux ils sont en stress léger, en stress modéré ou même en stress marqué. Donc sur ce graphique, le stress léger c'est bleu, le stress modéré c'est orange, le stress marqué c'est noir, et puis à gauche le premier paquet d'années c'est le passé, au milieu c'est le futur proche, et à droite c'est le futur lointain. Donc vous voyez que sur la période d'été, 100 jours, on aura de plus en plus de journées où l'animal sera confronté à un stress thermique au moins léger, si ce n'est même modéré, voire marqué. Ça, c'est par rapport au Pays de Caux. Alors, si je vais sur les hauts plateaux du Doubs, ça s'aggrave aussi, et notamment sur le futur lointain. Et si je vais sur le Béarn, c'est ma foi encore pire. Et là, évidemment, ça peut poser de vrais problèmes. Donc on aura sur le futur lointain, dans cette zone, pratiquement la moitié des jours de l'été en situation de stress thermique élevé, quoi. Donc ça mérite aussi certains travaux, peut-être qu'on en parlera. Alors voilà, une fois qu'on a tout ça, il faut passer du niveau de la culture à celui du système d'élevage et aborder la question du changement climatique avec les éleveurs. Pour ce faire, on a dû utiliser ou développer même des outils et des méthodes spécifiques dont je vais vous parler rapidement avec 4 diapos. Le premier de ces outils s'appelle le Rami fourrager. C'est en fait un jeu de plateau mis au point sur l'idée d'un chercheur de l'INRA à Toulouse qui s'appelle Guillaume Martin. Voilà comment ça se présente. Il y a 2 parties, une partie supérieure et une partie inférieure. Dans la partie supérieure, on va parler de l'offre fourragère. Donc on a des éléments de jeu qui sont en fait des réglettes, là, enfin des
bande, vous voyez, où sont indiqués des rendements. Alors ça peut être des kilos de matière sèche par hectare ou par jour, si c'est du pâturage, ou des rendements à la première coupe, à la deuxième coupe. Ça peut être du maïs, ça peut être des métailles, ça peut être des dérobés, ça peut être tout ce qu'on veut. C'est les ressources fourragères. Il faut indiquer les surfaces. C'est l'offre de fourrage du système. Et puis en bas, eh bien, ça sera ceux qui consomment ce fourrage. Donc ça va être des lots d'animaux, des vaches laitières, caractérisées par exemple par un niveau de production, une date de vélage. Et par rapport à ces vaches, donc on va dire ensemble avec les éleveurs de quoi est faite la ration. Hein. On leur donne de l'ensilage de maïs ou de l'ensilage d'herbe, il y a du foin de légumineuses ou de métailles ou tout ce qu'on voudra. Et le jeu consiste bien sûr à faire en sorte que l'offre fourragère soit équilibrée avec les besoins. Le système est réputé en croisière et viable quand les deux sont en équilibre. Évidemment, derrière, il y a un logiciel pour faire tout un tas de calculs et savoir aussi si l'équilibre qu'on a atteint tient la route au niveau notamment qualité. Hein. Les fourrages peuvent avoir différentes qualités, il faut de la complémentation, etc. On peut prendre tout ça en compte. Donc une partie de jeu, hein, ça consiste à définir le contexte, puis l'assolement, puis les besoins des animaux. Ou alors on peut aussi démarrer par les besoins des animaux, c'est comme on veut, et puis à faire des allers-retours entre tout ça pour équilibrer le système à partir d'un jeu de réglettes de fourrage, comme vous avez en haut à gauche, qui a été défini pour commencer par exemple sur le passé. Hein. Donc on va illustrer la réalité. Et puis ensuite, donc, on va choisir par exemple de se projeter sur le futur, sur des conditions par exemple moins satisfaisantes, comme dans l'exemple-ci. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en changeant de barrette, voilà, on est passé d'un rendement de 9 tonnes 8 pour le maïs à 6,4. Évidemment, ça change tout. Avec pour la prairie, plus du tout de production en été, alors qu'on en avait auparavant. Évidemment, ça change tous les équilibres de système. Le bilan fourrager se retrouve déséquilibré, etc. Donc après, le jeu qui en fait est un jeu sérieux puisqu'il va consister à discuter et à faire discuter les éleveurs et les techniciens, il va consister à voir comment on aurait pu avoir un moindre effet de ce crash thermique là sur le système qu'on vient de concevoir. Donc on va introduire des innovations, des cultures nouvelles. Ça sera peut-être des innovations de rupture ou des ajustements plus marginaux. Alors, toujours par rapport à la question de M. Perrin sur les aléas, effectivement, hein, nous sommes bien d'accord, au-delà de la tendance que j'ai illustrée là pour 3 sites, donc on va vers une augmentation ou une diminution du rendement moyen, souvent de l'ordre de 5-10%. L'autre question c'est, oui mais quelle sera la fréquence par exemple des sécheresses, quelle sera la fréquence des années où je serai très très en dessous de la moyenne. C'est ça qui perturbe les éleveurs. Donc c'est cette notion d'aléa. Alors pour travailler autour de ça, voilà ce qu'on a conçu. Alors bon, là ce que je présente c'est par exemple la courbe de production d'une prairie dans le Périgord noir. Monsieur Weissé sera content. Donc dans le passé. Là, en orange, c'est dans le futur. Hein. Donc ce qu'on voit, c'est un peu ce qui était annoncé par les autres zones. Hein. Plus d'herbe et plutôt au printemps, mais un beau creux d'été. Hein. Là, vraiment un gros creux d'été avec un rebond d'automne, donc 2 périodes d'herbe. Nous avons demandé donc aux techniciens de nous découper cela en ce qu'on a appelé des saisons pratiques. Et puis à l'intérieur de chaque saison pratique, par exemple là le plein printemps, de porter leur attention sur un certain nombre de critères qui peuvent être en lien fort avec l'expression du rendement de la prairie, ou aussi exprimer des difficultés d'accès à la ressource ou des difficultés de récolte. Donc par exemple, sur le plein printemps, on a 3 critères. Un critère qui évoque la portance, c'est-à-dire est-ce que les sols sont suffisamment ressuyés pour qu'on puisse y laisser les animaux au pâturage. Un critère qui évoque la précocité, mesuré comme l'intervalle entre la mise à l'herbe et les piaisons. Parce que c'est vrai que si l'année est très précoce, ça limite le champ des possibles et il faut prendre des décisions très très vite. Et puis aussi un autre critère qui évoque la faisabilité de fauches précoces.
Et donc ça, c'est les critères pour le plein printemps. Et puis après, il y en a eu aussi de définis sur les autres saisons pratiques, début de printemps, été, reprise d'automne, etc. Et c'est jamais les mêmes. Et ce que nous faisons ensuite, c'est de demander aux éleveurs sur quel type d'aléas, donc d'indicateurs, ils veulent se focaliser. Donc un premier groupe, par exemple, choisira de s'intéresser à la faisabilité de fauches précoces, à l'anomalie de précipitation l'automne, et puis au nombre de jours caniculaires, parce qu'il estime que c'est surtout ça qui est difficile à gérer, alors qu'un autre groupe s'intéressera aux conditions météo de début de printemps et de portance au plein printemps. Pour ce faire, donc, on a notre collègue Aurélie Madrid, qui est maintenant au CNIEL, qui a défini un autre outil, donc en plus du rami fourragé, qui permet de faire ses choix. On peut choisir un premier aléa, on peut choisir de le combiner avec un deuxième, et puis même un troisième. Derrière, on peut regarder ce que ça veut dire sur les rendements moyens de la prairie, qui sont liés à ces cumuls d'aléas et qui posent problème. Rendement de la prairie, rendement du maïs, c'est aussi des dates de fauche, de récolte, des consommations en eau si on est sur du maïs irrigué. Et donc, une fois qu'on a choisi en fait la configuration climatique, donc faite d'aléas, difficiles à gérer, qui convient, eh bien, on va aller choisir parmi toutes les simulations de culture qu'on a faites, celles qui correspondent à ces années particulières. Et à l'aide de ça, et donc là, vous voyez par exemple, pour des années qui étaient au nombre de 8, là, on a élaboré voilà, les barrettes fourragères que vous aviez tout à l'heure sur la diapo consacrée au rami fourragé. Donc une fois qu'on ouvre le rami fourragé, enfin qu'on se met à travailler avec, c'est qu'il y a déjà eu cette phase préalable de choix des années climatiques sur lesquelles on va travailler. Et donc on a outillé le rami fourragé pour travailler sur ce contexte climatique particulier. Et c'est comme ça qu'on engage la discussion ensuite avec les éleveurs. Alors les choix des aléas climatiques que font souvent les éleveurs, c'est-à-dire ce qui a priori perturbe le plus les éleveurs dans ce qu'on a fait jusque-là, il y a toujours de la sécheresse en été qui peut être combinée avec assez souvent un printemps pluvieux qui peut retarder la mise à l'herbe, pénaliser les premières coupes, voire différer les semis de maïs. Il peut y avoir aussi combinaison de tout ça avec un printemps sec ou des épisodes caniculaires en été, ça a été le cas dans le Béarn, ou par exemple aussi un automne sec dans la zone des Mauges qu'on verra tout à l'heure. Voilà, donc au-delà de ces chiffres, il faut faire tout cet effort assez long de prospective qui mobilise des outils, des simulateurs, etc. Après, une fois qu'on a tout ça, il faut recueillir la parole des éleveurs, repérer les voies d'adaptation, repérer les atouts, contraintes, voir ce que les éleveurs pensent de telle ou telle solution technique qui peut être proposée. Et c'est là que moi j'arrête pour laisser la parole à Céline. Merci Jean-Christophe. Si je voulais être un peu provocateur, quand j'ai vu les premiers résultats sur l'herbe, le maïs et la luzerne, je dirais à quand le réchauffement climatique? S'il y a une... Vas-y. Voilà. Oui, alors par rapport à ce que tu viens de nous présenter, tu parles beaucoup de scénarios avec de l'herbe précoce et souvent marquée de l'herbe pâturée. Sauf que je veux me faire un peu l'avocat du diable, mais aujourd'hui, il y a 65 000 producteurs de lait qui font 25 milliards de litres. Peu importe la précision des chiffres. Et on nous dit qu'il y aurait à peu près 20 milliards de litres en 2030-2050, c'est-à-dire qu'on va baisser la production au niveau national avec 25 000 producteurs. Donc si je sais à peu près, ça fait plus de 100 vaches, ça fera entre 100 et 120 vaches de moyenne par élevage, voire peut-être plus. Et déjà, tu ne peux plus faire pâturer. Des troupeaux de plus de 100 vaches auront de plus en plus de peine à pâturer. Donc ça veut dire qu'automatiquement, tu seras sur de la récolte d'herbes mécanique. Et c'est pour ça, ça me paraît un peu délicat de parler
Enfin, ce scénario, c'est même pas un scénario, c'est ce qui va se passer, ça, c'est pratiquement écrit. Et donc, est-ce que ça serait quand même pas intéressant dans les prévisions d'en tenir compte? Parce que moi, ça m'inquiète un petit peu de voir, on dirait que c'est le scénario de demain, herbe pâturée. Et même si la société, elle attend qu'on fasse pâturer nos vaches, je ne sais pas si ça va être la vraie image de la production laitière dans 30 ans, parce que les troupeaux seront trop gros. Ou alors, il y aura une autre écriture de l'histoire. Au moins, tu as eu le mérite de poser la question qui peut fâcher. Oui, enfin voilà. Donc la France, elle est diverse en fait. Alors, le pâturage reste le moyen d'alimentation privilégié quand on est sur les hauts plateaux du Doubs. Et je vous rassure, hein, quand on est dans le Béarn, c'est pas le même système qu'on a construit. On est sur un système où le maïs à la part du lion, quoi, et, avec un pâturage résiduel sur 2-3 mois au printemps, et ça c'est plus près de la réalité locale, quoi. Donc en fait c'est, je pense pour ça que le CNIEL nous a demandé de faire ce travail dans 29 zones différentes. C'est parce qu'on a des solutions qui sont à chaque fois différentes, quoi. Des situations de départ qui sont différentes et des propositions qui sont différentes. D'où l'intérêt du travail, c'est d'essayer d'anticiper quelque chose qu'on imagine. Mais alors, anticiper sur l'imagination, c'est plus compliqué. Hein. Mais on n'a pas le droit de ne pas le faire, je pense. Il vaut mieux se tromper que de ne pas avoir essayé. Question, on passe à Céline qui va nous expliquer maintenant. Après, on aura 2 petits hivers. 2 petits hivers, voilà, c'est ça. Bonjour, Céline Marcelier, moi je suis conseillère d'entreprise à la Chambre d'agriculture du Maine-et-Loire sur le secteur des Mauges, que je salue pour ceux qui nous regardent via leur ordinateur. Peut-être recadrer où sont les Mauges. C'est entre Nantes, Cholet et Angers. C'est une région assez spécifique où il y a beaucoup d'élevage, des bêtes à cornes, des vaches pour faire du lait ou des vaches pour faire de la viande. Et une densité d'agriculteurs assez importante. Une zone où il y a beaucoup de collectifs, que ce soit des CUMA, que ce soit des groupes d'éleveurs ou de l'entraide. Une région vraiment très collective, très marquée par cette historique qui est là depuis longtemps. Et donc c'est une région où il existe une commission lait, donc c'est tous les petits points que vous voyez sur la carte, c'est les membres de la commission lait des Mauges. Alors la commission lait, c'est qui? C'est 10 éleveurs. 10 éleveurs qui ont l'habitude de travailler ensemble, c'est une équipe avec des partenaires, informateurs, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Une équipe qui s'interroge sur l'évolution de la filière laitière sur les Mauges, qui réfléchit un peu à de la prospective, de regarder un peu avec des cas concrets comment ça va se passer demain. Alors des thématiques qui peuvent varier du financement ou l'évolution des exploitations, avec des cas concrets qui sont étudiés par les élèves de l'IREO, une maison familiale qui est juste à côté. Et ça leur prend 6 à 10 rencontres par an pour tous ces éleveurs. Comment Climalet est arrivé à la commission? Alors, parce que cette région, comme je vous l'ai dit, est très collective, donc il y avait des groupes de progrès et cette commission qui était connue de l'Institut de l'élevage, donc ils m'ont interpellée, moi l'animatrice, pour voir si on pouvait travailler ensemble sur cette thématique. Il y a eu un premier contact de fait, ça tombait très bien, il n'y a pas eu de grain de sable dans les différents engrenages, puisque on finissait un travail sur le financement des exploitations, donc ça tombait vraiment très bien. Et puis il y avait surtout un spot à étudier dans les Mauges. Donc la commission était déjà existante, donc tout ça fait que ça s'est bien mis en place et ça a été étudié. Comment ça s'est passé? Alors la première rencontre en mai 2016, l'Institut de l'élevage avec Jean-Christophe et puis Aurélie ont présenté le programme pour voir si tout le monde y gagnait quelque chose à étudier Climalet. En juin 2016, Jean-Christophe est venu nous présenter les changements climatiques sur le secteur des Mauges. C'était le 22 juin, donc tout ce qu'il vous a présenté sur le Doubs, là, ce qu'il vient de vous présenter, il nous l'a présenté sur les Mauges. Et le 22 juin, on s'est dit, tiens, vu l'état d'avancement du maïs, on pourra se voir fin août. Et on parlait de changement climatique, et finalement, le fin août, tout le monde était en train de faire son ensilage, donc il a fallu décaler cette date pour arriver à fin octobre, où on a joué au rami fourrager.
Donc comme quoi on était pleinement concerné par cette thématique sans le savoir. Une fois que Jean-Christophe a présenté les différentes évolutions du changement climatique sur les Mauges, les choses qu'ils ont d'abord retenues, c'est de se dire, finalement, l'effet CO2, il va surcompenser l'effet négatif dans un premier temps. Donc on va avoir des rendements en hausse, c'est plutôt positif. On va avoir une production au printemps et à l'automne qui devrait augmenter. Par contre, l'été, un déficit hydrique plus important. Donc ça, c'est vraiment les premières choses qu'ils ont retenues. Et en se disant aussi que le maïs serait possible sur une grande partie du territoire français, donc ça changeait les données, ce qu'on a vu avec Jean-Christophe. Donc on a joué, comme vous a expliqué hein, Jean-Christophe, on a joué au Rami Fourrager, on a passé une journée à jouer avec un jeu de plateau, on a retenu une exploitation type, ensemble ils ont déterminé le cheptel qu'ils allaient mettre en place, quelle ration ils allaient mettre en place pour couvrir les besoins du cheptel. Donc ils ont tout mis en place actuellement, et puis avec les différentes languettes, là on a regardé l'impact que ça allait avoir sur à 2050. Dans un premier temps, ils ont plutôt été rassurés en fait. Ils se sont dit ils s'imaginaient que les aspects seraient beaucoup plus négatifs sur les plantes. Donc ils se sont dit finalement, il y a des impacts, mais on imaginait que ce serait plus négatif. Ils se sont dit aussi que le métier qu'ils faisaient, ils allaient pouvoir le garder sur la région, qu'il y avait de l'avenir pour les producteurs de lait sur les Mauges. Donc plutôt rassurant aussi. Et puis ils se sont dit aussi que ce serait favorable pour faire du maïs et de la luzerne. Alors on verra aussi, j'ai oublié de vous dire, mais ils s'interrogent beaucoup sur les aspects humains. Donc il y a des choses qu'ils ont retenues et d'autres moins. Ils se sont dit aussi que il faudrait changer les pratiques de valorisation des fourrages. On y revient sur le pâturage, parce qu'ils se sont dit qu'il y aurait plus d'herbes au printemps et à l'automne, qu'il fallait aller chercher cette herbe, et que le pâturage ferait peut-être partie des solutions pour aller la chercher à moindre coût. Alors c'est vrai qu'il y a l'augmentation des troupeaux, mais dans la commission, celui qui a sorti cette idée-là, c'est quelqu'un qui pâture plus et qui se dit que peut-être demain, il devrait pâturer à nouveau. Et puis, ils ont mesuré l'impact sur la production de fourrage, ils se sont dit 10%. L'exploitation type qu'on avait retenue, elle avait 500 000 litres de lait, 60 vaches, 60 hectares. 10%, ça fait 6 vaches. Donc, ils ont relativisé les choses. Ils se sont finalement dit, bon, c'est 10%, c'est beaucoup, mais c'est moins important que ce qu'on imaginait. Et puis, du coup, l'herbe, il va falloir aller la chercher, il va falloir la stocker, puisqu'il va falloir résoudre le problème de l'été où il y aura un déficit plus important. Hop là. D'autres adaptations qu'ils ont envisagées, c'est la gestion des stocks et du cheptel. Des choses qui s'anticipent, puisque augmenter le cheptel pour valoriser les fourrages, ça ne se fait pas du jour au lendemain, donc il faut anticiper les choses. L'autre solution, c'est d'augmenter les surfaces de culture de vente pour réduire les fourrages s'il y en a trop. Quoi qu'il arrive, ils se sont dit, je fais des stocks les années fastes pour combler les années de pénurie. Quelque chose qu'il faut vraiment anticiper et vraiment se mettre dans la tête, quoi. Le changement des calendriers, parce que les dates de récolte donc, vont être anticipées, comme on l'a vu avec Jean-Christophe. Donc ça va changer les pratiques. Nous, on a un repère, hein, c'est le SPACE. Hein. L'ensilage de maïs, avant, il se faisait après le SPACE. Il y a une période où il s'est fait pendant le SPACE, et maintenant, ils vont au SPACE, ils ont déjà ensilé leur maïs. Donc ça fait partie des... Parce que c'est toujours la deuxième semaine de septembre. Donc le SPACE ne change pas, mais eux, ils sont avancés dans les travaux de manière différente. Voilà. Ça va changer aussi les bâtiments, puisque les bâtiments sont aujourd'hui faits pour l'hiver. Hein. Et demain, on sait qu'il fera trop chaud et que les vaches rentreront dans les bâtiments. Donc ces bâtiments qui sont adaptés à l'hiver, il va peut-être falloir aussi changer des aménagements pour qu'ils soient plus adaptés à l'été. Et puis les périodes d'épandage, alors ils n'ont pas la main là-dessus, mais c'est vrai qu'ils se sont dit qu'il faudrait adapter les périodes d'épandage des effluents en fonction du climat, quoi. Alors on était en octobre 2016, l'année à aléa qu'on a choisie, comme l'expliquait Jean-Christophe, c'est une année sèche au printemps, un printemps chaud, un déficit hydrique très prononcé en été. C'est exactement ce qui s'est passé en 2017.
une prémonition peut-être. Donc du coup, ils ont eu les impacts de réduction de la production de fourrage, un déficit en ensilage d'herbes, en foin et en maïs. Donc quelle réaction face à cette année d'aléas? Alors là, c'est des réactions à chaud. Hein. Ils se sont dit, il faut peut-être changer ses pratiques. C'est-à-dire que cette année-là, on ne fait pas son quota, on fait partir des vaches à la réforme un peu plus vite, mais ça veut dire qu'on a anticipé les génisses derrière pour revenir à l'effectif de vaches. On peut aussi déléguer l'élevage de génisses, mais ça c'est pareil, si on ne l'a pas fait avant, on ne le fait pas du jour au lendemain. Ou garder un deuxième troupeau, un troupeau qu'on arrête en cas de manque de fourrage, des taurillons, un troupeau qui tourne plus vite. En tout cas, il faut changer ses habitudes, c'est ce qu'ils se sont dit, pour sortir et rentrer ces animaux à des dates différentes. On a des repères, on se dit tiens, en général, le 15 novembre, tout le monde est rentré. Il faut peut-être arrêter ces repères et s'adapter au climat, quoi. Sur l'assolement, la diminution des surfaces en céréales, ils se sont posé la question. Faire des céréales pour peut-être se garder sous le coude, de se dire on les ensile plutôt que de les récolter en moisson, en grains. Des mélanges céréaliers protéagineux immatures, plutôt pour les génisses, pour que ce soit plus adapté pour les rations. Et puis se dire, bon, on fait plus de maïs qu'on utilisera soit en grains, soit en ensilage, selon la production d'herbes de l'année. En tout cas, les adaptations les plus cohérentes qu'ils ont retenues, c'est de dire on fait des stocks les années favorables, on cultive plus de maïs pour se donner soit du grain, soit de l'ensilage, implanter des prairies multi-espèces pour assurer plus de rendement, parce que c'est vrai que chez nous, on voit pas mal de prairies encore en Régrad d'Italie, donc peut-être que ça vaut le coup de se pencher sur les questions de changer les types de prairies. Et alors la conclusion et les questions qui se sont posées suite à ce travail, c'est de se dire, dans 100 ans, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que nos exploitations des Mauges seront spécialisées? Certaines produiront que du lait et d'autres élèveront les génisses. C'est du coup pour répondre à cette problématique. Ils se sont dit qu'ils avaient quand même une vision plus catastrophique, mais que les adaptations seront nécessaires. Elles paraissent possibles, mais elles seront nécessaires. Le stress des animaux les a bien questionnés aussi, hein, comment ils vont s'adapter. Est-ce qu'il y a des recherches là-dessus pour voir s'il y a génétiquement des animaux plus adaptés aux chaleurs ou pas? Et puis la production de fourrage, ils ont bien pris conscience qu'elle se ferait à d'autres moments, qu'ils seront sans doute plus riches en protéines, mais qu'il faudra aller chercher l'énergie autrement. Donc c'est des questions qu'ils ont soulevées. Ils se sont dit aussi autour de la table 2090, on sera plus là. Donc une des questions qui se sont posées, c'est-à-dire comment on transmet ces informations aux jeunes qui sont aujourd'hui les futurs agriculteurs de demain. Voilà, c'était le travail des Mauges. Merci Céline. J'allais dire une présentation assez pragmatique. Hein, ça répond presque un petit peu à la question que tu as posée tout à l'heure. Tu vois, il y en a un peu pour tous les goûts ici. Donc on va ouvrir le débat. Comme tout à l'heure, si vous pouvez vous présenter, c'est pas pour moi, c'est pour ceux qui ne nous voient pas. Bonsoir, Vincent Guyot de la France Agricole. Vous évoquiez potentiellement plus de culture de maïs, plus de fourrage stocké aussi. On n'a pas parlé des charges de mécanisation. Parce qu'il y aura forcément un lien sur... si c'est pas les animaux qui vont chercher le fourrage, ça va être le matériel. Et ça va être aussi des hommes, donc du temps de travail. Donc voilà, quid des charges de mécanisation et potentiellement des coûts de main d'œuvre. Avant une réponse technique, je vais faire un peu une réponse d'éleveur. De toute façon, du maïs, on en fait. Le matériel, on l'a. Donc s'il faut, dans l'exemple qui nous a été présenté, en ensiler 15% de plus, ça dilue globalement les charges. C'est vrai qu'on n'est pas allé jusqu'au calcul du coût de production que ça allait engendrer derrière. Hein. On s'est arrêté au système fourrager, c'est une bonne question. Ils ont aussi évoqué le fait de faire plus de pâturage aussi. Donc ils sont allés sur les différentes pistes. Mais effectivement, ça peut se poser comme question. Ouais. Est-ce que ça va impacter le coût de production du lait, quoi? Oui, c'est vrai. Je
peux amener un complément de réponse. Donc derrière votre question, il y a aussi peut-être l'idée que plus de mécanisation, c'est peut-être aussi plus d'émissions de gaz à effet de serre. Voilà, enfin des choses peuvent bouger de ce côté-là. C'est vrai que on n'en a pas parlé, mais derrière ces adaptations de systèmes proposées par les éleveurs, nous après au bureau, on va aussi calculer dans quel sens va le stockage du carbone et les émissions de gaz à effet de serre, en lien notamment au fait que effectivement, si on va vers des systèmes qui ont plus de cultures annuelles, par exemple, on peut se retrouver avec plus de charges de mécanisation, donc plus de consommation de fuel, etc. Donc cette question-là n'est pas éludée en fait. Et les adaptations idéales, c'est celles qui sont à la fois de bonnes adaptations au changement climatique, mais aussi des solutions qui permettent de moins émettre de gaz à effet de serre, par exemple. Voici, on a plusieurs inconnus. D'autres questions? Bonjour, Julia Landrieux de Référence Environnement. Quelles vont être les suites de ce projet Climalais? Et justement, on parlait de tout ce qui est calcul de coûts. Est-ce que l'analyse technico-économique, ça pourrait être des suites qui vont être mises en place pour justement choisir aussi le meilleur scénario, on va dire, climat et rapport qualité-prix, quoi. Un peu, enfin, ça, c'est quelque chose dont on a bien discuté. Avec le Rami Fourager, là, on peut aussi traiter la question de la complémentation en concentré, hein. Aussi des besoins de paille, par exemple, liés au système de bâtiment. On peut calculer un coût alimentaire, mais on ne va pas plus loin dans le champ économique, et en fait, on ne l'a pas souhaité parce que ça n'a pas trop de sens, quoi. À l'horizon 2050 ou 2060, il faudrait faire des hypothèses sur le prix du lait, sur le prix des intrants, sur tout. Il faudrait faire des hypothèses sur tout. Donc ce serait un exercice à la fois compliqué et assez vain. Par contre, c'est vrai que c'est nécessaire de dire si les adaptations qu'on propose vont dans le bon sens, par exemple pour réduire la quantité de main-d'œuvre, la mécanisation, est-ce qu'il faut derrière plus de stock, moins de stock, enfin d'espace de stockage, hein, parce que ça coûte. Voilà. Donc on peut amener, on le met d'ailleurs dans les commentaires, des éléments sur qu'est-ce qui aggrave les coûts de production ou l'inverse, mais on ne les chiffre pas. Vas-y, Josian. Oui, Josian Palache, la Confédération Paysanne. Voilà, on parle d'adaptation par rapport au changement climatique, on ne parle pas de lutte contre le changement climatique. Parce que ça a été évoqué, de l'augmentation de la taille des troupeaux, on ne pense pas qu'ils soient spécialement vertueux en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Je crois qu'il faudrait certainement revoir un peu nos évolutions de l'élevage pour le rendre notamment vertueux, parce qu'il va être attaqué de toutes parts déjà ça a bien commencé, et si on continue sur cette voie d'industrialisation de l'élevage, par rapport aux évolutions du climat, il y a des incohérences totales, et parce qu'on sait, enfin, au jour d'aujourd'hui, on sait très bien que c'est quand même les élevages qui consomment de l'herbe, c'est-à-dire des élevages qui peuvent pâturer, qui sont les plus vertueux en termes d'impact sur le changement climatique. Des fermes françaises à 60 vaches de moyenne, appelées ça l'industrie, c'est de la micro-industrie pour l'instant. Après, l'évolution, moi je pense qu'elle est inscrite dans le temps. Ça ne va pas être le débat d'aujourd'hui, mais je vais profiter donner mon avis là-dessus. Aujourd'hui, la France, elle doit avoir des éleveurs qui ressemblent aux Français, c'est-à-dire des éleveurs qui puissent vivre dignement de leur métier, mais qui ne soient pas 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Parce que vouloir du paysan des années 30, moi je veux bien, mais on revient aux années 30 pour tout le monde. Supprime les congés. Non, mais je caricature pas. Moi je trouve que 4 paysans qui se regroupent pour pouvoir vivre dignement de leur métier, avoir une vie de famille et une vie comme tout le monde,
Moi, ça ne me choque pas, au contraire, la société, elle doit être fière d'avoir une ferme laitière qui va dans ce sens. S'il y a une réponse plus technique. Bon. Alors, sur le strict plan de la technique. Ce que je peux dire, moi, c'est que dans un système fourrager, plus il y a de ressources fourragères variées, plus il y a de leviers d'adaptation quand même, globalement. Non, et puis bon, effectivement, il faut voir sur les deux aspects, hein, je suis d'accord avec Josiane, mais on a justement en parallèle de ça, l'autre côté de la pièce, qui est notre programme donc, de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Comme l'a dit Jean-Christophe, c'est pas facile de à la fois projeter des scénarios d'évolution et de s'assurer qu'ils seront compatibles avec des émissions réduites, mais bon, le travail va être fait. Bon, et moi, au-delà de ce débat, mais donc en tout cas pour dire que le CNIEL est vraiment soucieux de ces deux aspects et on travaille sous les deux axes. Je voudrais quand même beaucoup remercier les partenaires du programme parce que quand j'ai préparé il y a 3 ans et demi maintenant le cahier des charges de cette étude, je ne me rendais pas compte de l'énormité du travail qu'il y avait à faire derrière. On n'a peut-être pas dit, mais là on présente quelques zones, 4 là en l'occurrence qui ont été évoquées. Il y en a une trentaine, hein, vous l'avez vu, elles seront pas prêtes avant l'année prochaine. Je pense que vous le direz peut-être en conclusion, parce qu'on présentera plus largement le programme. Et surtout dans la méthodologie qui nous a été proposée par l'Institut quand on a fait cet appel à projet, vous avez ajouté un volet qui me paraît complètement indispensable, qui est des solutions qui seront dans les fiches finales qui ont été confrontées avec les éleveurs. On l'a bien vu avec le témoignage de Céline. Donc je pense que ce n'est pas quelque chose auquel on est extrêmement habitué de proposer des résultats qui ont déjà été confrontés. Est-ce que c'est acceptable, faisable, entendable par un éleveur? Et là, c'est vrai que ça a passé le filtre de l'échange avec les éleveurs, donc je pense que c'est un plus. Puis je répondis sur la question qu'a posée Benoît Rouillet sur est-ce que c'est raisonnable le scénario qu'on a choisi. Je venais juste de regarder sur mon smartphone là, ce que venait de dire Emmanuel Macron à la One Planet Summit. On est en train de perdre la bataille du changement climatique. Je pense qu'on va le voir beaucoup dans les titres des journaux demain. C'est une alerte qu'il voulait lancer, je pense aussi cet après-midi, en disant que finalement les engagements de la COP21 n'étaient pas partis pour être remplis et qu'on est plutôt parti sur une évolution à plus 3,5 à la fin du siècle. Donc je ne pense pas qu'on soit dans l'optimisme BA avec le scénario qu'on a pris. Hein. C'était pour... nous dire que nos grands élus savaient qu'il y a une réunion Climalet au CNIEL, ils en ont fait une aussi. Ça... Natacha. Donc Natacha Marie, FNPL. Ce que je voulais savoir, c'est si vous aviez croisé aussi ces regards avec d'autres experts, par exemple comme des experts en pastoralisme du CIRAD, qui ont une expérience aussi de tout ce qui est affouragement en pays beaucoup plus chaud. Mais je veux dire, si on y va, quoi. Certaines zones. Alors, il se trouve qu'à l'Institut d'élevage, on a déjà travaillé sur le sylvopastoralisme. L'arbre est intéressant. Pas forcément pastoralisme au sens plus général. Oui, alors... Non, au sens production fourragère. Il y a des experts en pastoralisme du CIRAD sont aussi des experts fourragers. En fait, c'est juste parce qu'ils ont cette étiquette-là, mais ils ont l'habitude de mener aussi des questions d'affouragement en zone aride, carrément, enfin en zone très sèche. Donc à un moment donné, croiser les regards peut être intéressant juste pour tester, faire un crash test un petit peu de ce que pourrait être par exemple certaines zones de France avec plus 2,5 pour 5 degrés de température, quoi. Alors, on ne travaille pas avec eux, hein. On connaît leurs travaux, enfin on n'est pas vraiment dans les mêmes conditions pour nos zones de recherche en ce moment. Ça va peut-être converger dans certaines zones, c'est sûr. Alors on a choisi délibérément parmi les 29 zones, des zones où on sait qu'on est plus confronté qu'ailleurs au changement climatique, hein. Donc je pense par exemple à l'Ardèche, je pense aussi à la vallée du Champsaur, mais on n'est quand même pas non plus dans des zones semi-arides. Ceci dit, voilà, on sait que dans ces zones-là, ça va réchauffer beaucoup, il y a déjà de gros problèmes.
on les a choisis en toute connaissance de cause, il va peut-être sortir de la confrontation avec des éleveurs, des choses qu'on n'a pas vues ailleurs. Hein. Vas-y. Pierre Veilly, je suis producteur de lait dans le Périgord, c'est-à-dire en bas. C'est-à-dire que le réchauffement climatique, j'ai comme l'impression que je commence déjà à le connaître un peu, quoi. Plus que sûrement le pays de Caux, même si j'ai strictement rien contre le pays de Caux. Mais aujourd'hui, dans mon secteur, on vit régulièrement des journées à plus de 40 degrés pendant plusieurs jours. Donc, je crois et on nous annonce, même si on n'est pas la région qui réchauffe le plus, on part de déjà plus haut. C'est-à-dire qu'on est déjà trop loin de la mer et on n'est pas encore influencé par le Massif central. On est déjà sur on a souvent 38, 39 pendant l'été et on nous annonce plus 2, plus 3 sous pas 50 ans, 10, 20 ans. Et ce qui fait qu'on est sur des scénarios à plus de 40 degrés pendant l'été, pendant des délais assez longs. Ce qui fait que je crois que tu as parlé de diversité de la France sur ça, mais est-ce qu'il ne serait pas intéressant, en analysant nos zones, parce qu'on y est déjà, est-ce qu'on n'aurait pas un intérêt à regarder encore plus nos zones, nous? D'abord, ça nous rendrait service pour anticiper, parce qu'on va y aller encore plus vite que le nord de la France, mais est-ce que il ne serait pas intéressant de... vous auriez déjà une image autre que informatique, parce qu'on est dedans, nous, déjà, dans le réchauffement, dans les sécheresses d'été, et voir ce qui se passe chez nous. On n'a plus de pousses d'herbe l'été. Nous, tout à l'heure, dans le pays de Moges, Raigras, on a parlé de Raigras, mais nous, Raigras, on n'a pas de repousse à l'automne, hein, il est mort en été. On est déjà dans le réchauffement climatique, même si ce n'est pas encore la catastrophe, même si on a des solutions. On est déjà dans nos secteurs, je l'expliquais à nos intervenants tout à l'heure, on est déjà dans des réflexions de cultures d'hiver plus productives, ramassées plus tôt, en une seule coupe, parce qu'on sait qu'il n'y a plus de deuxième coupe. Avec le moins d'eau en fin de printemps et des chaleurs trop importantes. À partir de 25 degrés, 30 degrés, enfin 25, 28, l'herbe ne pousse plus. Donc, nous, le changement climatique, c'est une grosse coupe. La première coupe, il faut qu'elle soit le plus possible. C'est ça l'adaptation au changement climatique des éleveurs. Et en ça, on est un peu... Je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure en aparté, mais on est un peu démunis, nous, par rapport à ce message, parce que on a l'impression que c'est plus le nord de la France, enfin le nord au-dessus de la Loire, qui fait la politique, quoi, enfin qui fait l'histoire. Et nous, en dessous, mais on existe, quoi. On existe et on le vit. Alors, pensez que... je prenais l'exemple du métail, par exemple, mais on aimerait qu'il y ait de la recherche sur le métail, plus qu'il n'y en a aujourd'hui. C'est déjà d'actualité chez nous. Ça le sera peut-être dans 10 ans dans les autres zones. Chez nous, c'est déjà d'actualité parce que c'est une plante intéressante pour le bas carbone, pour le réchauffement climatique, pour le changement des méthodes culturelles et tout. Et c'est en ça qu'il faut, je crois tenez compte de notre situation, elle vous rendra service aussi pour ce qui va se passer ailleurs. On y est, nous, déjà, dedans. Alors, je demande à tout le monde de se présenter, mais je ne l'ai pas fait, donc c'est pas bien, je vais le faire tout de suite. Moi, je suis producteur de lait dans l'est de la France. Si tu étais venu cette année, au mois de juillet, dans l'Est, tu aurais dit, pourquoi j'ai fait 800 km, je vois la même chose que chez moi. Non, mais donc tu vois que faut pas qu'on fasse un confront nord-sud. Et je voulais revenir sur les bâtiments. On va faire un front en biais. D'accord.
Oui, ça fera toujours une droite, hein, mais c'est bon que tu la mets. Ouais, d'accord. Non, mais sur les bâtiments, on a déjà l'a rappelé que l'interprofession, on travaille sur les bâtiments, de voir c'est quoi le bâtiment de demain. Mais quand Jean-Christophe, tout à l'heure, tu as évoqué construire un bâtiment pour limiter la chaleur des animaux, la complexité chez moi, c'est qu'il faut limiter la chaleur en été et surtout limiter le froid en hiver. Et si jamais tu as une idée, on est preneur. Moi, je suis d'accord avec vous. Il faut arriver à concevoir des bâtiments qui puissent faire face aux deux types de problèmes. Donc, bon, je crois savoir que, l'Institut d'élevage n'est pas indifférent à cette question-là. Enfin, il y a des projets qui ont déjà été déposés, même par le passé, même déjà il y a 3-4 ans. Hein. Après, il faut arriver à les faire financer. Sur l'autre question de M. Veissé, on est passé dans le Périgord noir, hein, et la situation qu'on nous a exposée, c'est celle que vous avez décrite aussi, hein, avec compte tenu des sols qui sont quand même souvent plus superficiels que ceux des zones que j'ai décrites ici, on a effectivement l'été un vrai creux d'herbe, quoi, qui fait que les éleveurs ont pris l'habitude de distribuer du stock. Et la question qui se pose, c'est comment on peut faire ce stock et varier en fait les sources de stock, hein, pas tout miser sur le maïs. Donc les céréales immatures, quoi, tu évoqué, le sorgho gras ensilé, enfin il y a un certain nombre, la luzerne, beaucoup la luzerne aussi, hein. Voilà, donc il y a un certain nombre de voies comme ça, voilà, qu'on a retrouvé un petit peu aussi sur les coteaux secs du Tarn où on est allé également. C'est un peu les mêmes propositions. Donc ça, c'est tout ce qui est assez spécifique sud-ouest, finalement. On a déjà une certaine habitude de varier, en fait, les ressources fourragères dans les systèmes fourragers, hein. Et puis, moi, je voulais juste rajouter, donc, par rapport à l'aspect climatique dont vous parliez, on a déjà fait avec Jean-Christophe des études. On a déjà fait des études où on a regardé le climat, on a fait une segmentation du climat en France, c'est-à-dire qu'on a défini des zones homogènes climatiques en France, on a regardé ce que ça donnait dans le futur. Donc on s'est déjà intéressé aux aspects, comment c'est aujourd'hui, et par exemple la zone que vous décrivez, où on va la retrouver dans le futur, hein, ces études, on avait déjà fait des projets où c'était le cas. Donc on s'intéresse aussi au climat d'aujourd'hui, on essaye de voir où on va le retrouver demain. Donc c'est déjà des choses existantes. Voilà, est-ce qu'il remonte, voilà, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a encore une dernière ou une avant-dernière question, ou une antépénultième, peu importe. Allez-y. Moi, je voulais vous faire part aussi d'un éleveur que j'ai pu rencontrer la semaine dernière dans la Drôme, donc une région assez sèche aussi, et qui me faisait part, comme vous, d'un état de la pousse de l'herbe qui est assez difficile. Il faisait du foin de regain jusqu'alors en fin d'été, début septembre, c'était plus possible. Et en fait, sa crainte, c'était la double peine, c'est-à-dire qu'il avait justement un coût de revient du lait qui était plus élevé du fait qu'il fonctionnait essentiellement sur des fourrages stockés. Et là, en l'occurrence, c'était pas 100 vaches laitières, c'était 55 Montbéliardes. Donc voilà. Et sa peur, c'était d'avoir la double peine quand il regarde le contexte aujourd'hui, justement, des attentes sociétales, de ce vers quoi vont un certain nombre d'opérateurs aussi, de laiteries et de collecteurs. Et ils avaient peur, justement, de la double peine d'à la fois des coûts de production plus élevés et de l'autre côté, un déficit de prix du lait par rapport à des gens qui seraient mieux positionnés d'un point de vue géographique sur la pousse de l'herbe et sur le pâturage. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi des questions qui se posent et ça va sans doute au-delà de la taille des troupeaux, mais ce sont vraiment des questions de conditions pédoclimatiques, quoi. C'est peut-être pas vrai quand c'est sec, mais on croit souvent que l'herbe est plus verte dans le pré du voisin. On se rend compte, Pierre a évoqué le cas de la Dordogne, vous évoquez un autre cas, moi j'ai évoqué l'Est, ça peut venir compliqué un peu partout, hein. Ce que je voulais juste dire, c'était justement cette crainte de la double peine, à la fois du coût de revient, mais aussi de la rémunération derrière. Et ça, alors après, c'est pour ça que c'était un petit peu pour ouvrir, mais là c'est carrément un débat de filière, quoi, au-delà du climat. Aujourd'hui. Ouais, et je crois
crois que c'est très important ce que précise monsieur, c'est aujourd'hui il y a une tendance à revenir à ce que le consommateur, moi je dirais la grande distribution et les entreprises, veulent du lait de pâturage, veulent revenir à donner une image lait fait avec de l'herbe pâturée. Et il est évident que nos zones, mais toutes les zones sud, on va avoir de la peine à justifier du pâturage parce que c'est 2 mois de l'année ou 3 mois de l'année qu'on va pouvoir sortir nos animaux. Moi, mes vaches, moi, elles sortent toute l'année, mais elles sortent pas. Elles sortent quand il y a de l'herbe, mais quand il n'y a rien à manger, elles sortent pas. Hein. Elles préfèrent rester bien tranquillement dans les bâtiments à l'ombre qu'aller pâturer quand il n'y a rien. Une vache, c'est par principe pas très courageux, et ça va que s'il y a à manger dehors. Et dans nos zones plus chaudes, ben, on va avoir de la peine à justifier j'entends parler, 6 mois de pâturage, 150 jours, enfin des choses comme ça. Mais même si elles sortent, il n'y a plus d'herbe, quoi. Donc ça va être délicat de maintenir une production laitière dans le sud de la France, allez, on va aller sud-est, hein. On va tirer un peu en biais, hein. Et si on se met des règles de pâturage qu'on ne pourra pas tenir, parce qu'on n'a pas d'herbe dans les prairies. Passé le fin mai, il n'y a plus d'herbe dans nos zones. Et des fois, il y a une repousse à l'automne, mais ça n'est pas trop, quoi. Il faudra qu'on soit très, très vigilant sur ce qu'on appelle pâturage et sur nos zones. Et au contraire, je crois que le nord de la France va gagner des jours de pâturage. Enfin, si ton schéma est juste... On peut confirmer ça, oui. J'entends ce que tu dis, l'attente sociétale et tout ça, et le lien avec le pâturage et le prix du lait. Alors c'est sûrement le mauvais exemple que je vais prendre, mais j'ai pas l'impression que du lait produit dans le Finistère où les vaches pâturent à peu près toute l'année, hein, ils sortent pas entre Noël et Nouvel An, et l'exemple qu'on nous a montré dans le Doubs ou dans le Jura où les vaches ne sortent que 4 mois parce que c'est comme ça qu'il y a une meilleure valorisation où les vaches pâturent beaucoup. Donc le lien, il n'est pas écrit. Et pour abonder quand même dans le sens où il faudra faire attention à cette notion de pâturage, on a un exemple que j'ai donné tout à l'heure aussi, on a analysé un lait fait avec des métayes, c'est-à-dire et du maïs grain, pas du maïs en silage, du maïs grain, avec des métayes, et où on a un lait avec un rapport oméga 3, oméga 6 très très intéressant, meilleur qu'avec de l'herbe pâturée. Bon, mais le métail, c'est de l'herbe, enfin c'est des céréales immatures, c'est des protéagineux, mais qui sont stockés quand même. Et on a un rapport, bon, c'est des chiffres techniques, qui est guère supérieur à 3, et en dessous de 5, c'est déjà très bon pour la santé humaine et animale, et autour de 3, c'est exceptionnel. Ça veut dire qu'on peut faire un produit très intéressant pour la santé humaine, même avec des herbes stockées. Et c'est là que nos régions plus chaudes, plus impactées par le climat, peuvent s'y retrouver. C'est-à-dire, je reviens à ce que je disais, hein, faisons attention à la notion de pâturage, mais regardons plutôt cette notion d'herbe, peut-être moins d'ensilage de maïs, mais d'herbe stockée, qui, même si elle peut avoir un impact financier un peu plus important que du pâturage, peut permettre de garder du lait dans les zones plus chaudes. Et je termine sur ça, c'est la mode aujourd'hui, c'est le manger local. Le manger local, si on n'a plus une vache dans toute la partie sud-est, grand sud-est de la France, il va tout venir d'une zone plus ouest, quoi. Non, mais je pense que dans la présentation que nous a fait Céline, c'était un peu ça. Moi, j'ai trouvé une adaptation plutôt pragmatique. Et c'est quand même important, par les temps qui courent, de mettre un petit peu de pragmatisme
Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Céline. Mais justement, on attend de Climalais et de nos instituts d'élevage, on attend qu'ils nous orientent, enfin qu'ils nous aident dans cette orientation. Et c'est les attentes des éleveurs, c'est marqué en haut là, sur le panneau. Oui, non mais... Répondre aux attentes des éleveurs. Moi, c'est ça que j'attends, moi, de Climalais. Je vais te rassurer, hein, c'est... De savoir comment... Non, mais... Là, aujourd'hui, c'est moi, dans mon petit secteur, qui suis en train, comme les Moches ont fait chez... c'est nous qui sommes en train de réfléchir comment on peut trouver des solutions. Non, pour que ça marche dans l'autre sens. C'est vous qui devez nous aider à avancer dans cette démarche. Si on n'avait pas essayé d'être proactif, il n'y aurait pas eu le travail qui a été fait là. Et comme l'a dit Thierry, il y a 3 ans, quand tu lances cette idée qui aurait pu paraître un petit peu farfelue ou je sais pas quoi, mais c'était l'idée. On voit aujourd'hui que ça avance. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Comme souvent, on a posé beaucoup de questions. En posant des questions, c'est dans l'ambition d'avoir des réponses. Hein. Il y a déjà un travail sur le bâtiment qui est fait au CNIEL. Il y a un travail qui va continuer sur Climalais, sur l'adaptation des bâtiments, l'adaptation des élevages, l'adaptation du fourrage, tout ce que tu as dit là. Vas-y, Josian. Alors moi aussi je viens de cette région du sud qui est un peu chaude, aux confins du Rouergue et du Quercy, alors il fait chaud aussi. Je crois que déjà de remettre de la luzerne en place, bon, elle pousse aussi que s'il pleut un petit peu. Elle a quand même un cycle qui est beaucoup plus favorable pour les périodes chaudes. Mais après, moi ce que je voudrais remettre là en termes d'adaptation, c'est effectivement de faire des stockages de fourrage sur des années, sur les années fastes, de stocker, plutôt que de chercher à augmenter les troupeaux à ce moment-là, c'est plutôt de stocker, de faire des stockages de fourrage, c'est-à-dire d'avoir des bâtiments aussi pour stocker des fourrages, pour jongler sur effectivement des années qui peuvent être très critiques en termes de production fourragère. Ben, tu vois, moi je suis entièrement d'accord avec toi, parce qu'on nous dit que les stocks ça coûte cher, mais de ne pas avoir de stock ça coûte très très cher. Bon, bah, je vais terminer. Alors, j'aurais peut-être dû commencer par là, mais excusez le président Thierry Roquefeuille et la directrice Caroline Lepoultier, qui, d'habitude, même s'ils ne participent pas à la totalité de nos travaux, mais viennent nous saluer et nous dire quelques mots. Mais aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il y a un petit peu d'animation et vous pourrez tous dire j'y étais le jour-là. Alors, tu rigoles. Alors, moi, la conclusion est toute simple, puisque je suis un peu bavard, j'ai pris part au débat un petit peu pendant 7h30 de travaux, de vous dire qu'on a bien entendu tout ce que vous nous demandez. Ça nous réconforte aussi dans l'envie de travailler sur ce dossier-là, parce que pour travailler au CNIEL aussi, il faut des moyens, et les moyens, ils sont pas... donc il y a aussi un petit peu une compétition entre les projets à mettre en place, donc ça nous donne de la force et on va continuer. Alors, ce qui est peut-être pas vertueux, mais ceux qui sont restés chez eux ont lutté contre le réchauffement climatique, puisqu'ils n'ont pas utilisé de moyens de transport. Et pour ceux qui n'ont pas lutté contre le réchauffement climatique, je vous invite à venir boire un pot, aller au rez-de-chaussée, et on pourra continuer d'échanger avec nos intervenants, que je remercie d'être venus, et d'apporter chacun à leur niveau des compétences très utiles à nos réflexions. Et à tout de suite au premier étage.